Bien, bien, bien. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de venir m'écouter pour cette conférence sur l'histoire politique des super-héros. Je m'appelle William Blanc, je suis historien. Donc je travaille en fait depuis quelques années sur la culture pop. Et en fait, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Super-héros de l'histoire politique parce que je me suis interrogé en tant qu'historien sur pourquoi en fait vous avez eu dans les années 30 ce genre super-héroïque qui est apparu. Aussi j'essaie de voir un peu, j'essaie de voir un peu quel contexte avait été créé ces super-héros. Alors un exemple le plus connu, là, si je peux mettre la suivante, c'est Captain America. Parce que là vous avez Captain America Comics numéro 1 qui paraît en mars 1941. C'est la première couverture, c'est la première apparition de Captain America. La couverture a été faite par Joe Simon et Jack Kirby. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est que vous voyez sur cette couverture, Captain America qui met un coup de poing éclair. On a une époque où les États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait penser cette couverture, les États-Unis ne sont pas en guerre en fait avec l'Allemagne nazie, mais vous avez quand même deux auteurs qui mettent en scène Captain America qui met un coup de poing à Hitler. Et tout bêtement en fait, on a une couverture où vous avez deux auteurs qui sont des auteurs juifs en fait, qui viennent de l'immigration juive. Leurs parents sont venus de l'Europe occidentale, l'Europe orientale. Ils ont immigré aux États-Unis et ces deux jeunes auteurs voient avec beaucoup de troubles et beaucoup d'angoisse la montée du nazisme et évidemment le fait que les nazis envahissent à l'époque une bonne partie de l'Europe, et donc ils décident quelque part d'utiliser les comics, notamment les comics des super-héros, comme une manière en fait d'exprimer leur dégoût du nazisme. Et vous voyez que vous avez déjà en fait chez un des super-héros les plus connus un propos politique assez fort. La suivante, si on peut mettre, c'est voilà. Alors, ça c'est pareil. En fait, en fin de compte, moi j'essaie de. Quand on travaille sur les super-héros, on essaie de voir un peu pourquoi, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un super-héros. Et la définition est en fin de compte assez compliquée, parce qu'on va dire un super-héros, c'est un type masqué, mais dans ce cas-là, Zorro, c'est un super-héros. Oui, alors ça marche, oui ou pas. Superman n'est pas masqué, donc Superman, est-ce que c'est un super-héros ou pas? Bien sûr que si. Est-ce qu'un super-héros c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs? Ça peut marcher pour Superman, mais ça ne marche pas pour Batman. Oui, donc, en fin de compte, on ne peut pas trop se déterminer en fonction des super pouvoirs ou des masques. En l'occurrence, quand on regarde un petit peu, alors je n'ai pas été le premier à le dire, mais en fait, les super-héros ont été dès le début pensés comme une espèce de mythologie de la modernité. C'est-à-dire en fait, la modernité, c'est une idée qui apparaît dans le XVIIe siècle, avec notamment la Révolution française, et dans laquelle en fait on explique tout bêtement qu'un individu, quel que soit son milieu social, son origine, peut parvenir aux plus hauts aspects, aux plus hauts couches de la société. Et bien les super-héros, ça incarne exactement ça. Et en l'occurrence, quand on regarde bien, par exemple, beaucoup de super-héros viennent de milieux très populaires, et comme Captain America, ils viennent de milieux très populaires, et donc ils progressent grâce à la science, ils montent les échelons de la société et devient un super-héros, un héros. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde bien, on se rend compte que les super-héros, en fin de compte, diffèrent complètement des héros classiques de la mythologie. Les héros classiques de la mythologie, soit dans la mythologie gréco-latine ou dans les textes médiévaux, par exemple, les textes des grandes épopées médiévales, les héros sont toujours des gens issus de l'aristocratie. C'est des gens qui sont déjà issus des hautes couches de la société, qui sont des gens qui descendent eux-mêmes de grands héros ou de grands rois. Et bien, chez les super-héros, en fait, c'est exactement l'inverse. Les super-héros peuvent venir de n'importe quel milieu. Et là, c'est une grande nouveauté. Quand on prend cet aspect-là, on se rend compte que les super-héros incarnent exactement cette idée de la modernité, cette idée de progrès. En fait, n'importe qui peut devenir, grâce à la science, grâce à l'entraînement, en fait, peut devenir un héros. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on regarde bien en contraste, on a d'un côté les héros qui sont des héros modernes, et de l'autre, les super vilains, il y en a beaucoup qui, eux
qui prennent d'assaut un château, et bien ce château en fait c'est marqué dessus, hein, vous avez le titre au-dessus, donc Hitler's Berchtesgaden, ce serait bien si on pouvait voir l'image peut-être un peu moins floue, mais donc et bien en l'occurrence, tout bêtement c'est le repère d'Hitler en fait. Bon, sauf que le Berchtesgaden Hitler, c'est pas du tout en fait c'est pas du tout, c'est parfait, merci beaucoup. C'est le Berchtesgaden, c'était pas du tout un château, c'était un chalet en fait. Et donc là, on représente généralement, comme ici, les super-vilains qui vont des châteaux. Donc vous avez vraiment une espèce d'opposition binaire avec d'un côté les super-héros qui incarnent vraiment les héros modernes, la modernité, le futur, le progrès, et puis de l'autre, les super-vilains qui incarnent le passé, la vieille Europe. Et évidemment, cette opposition binaire, dans cette opposition binaire, vous avez d'un côté les Amériques avec les super-héros, donc l'Amérique c'est le progrès, c'est le futur, et de l'autre, la vieille Europe, avec ici par exemple Claire qui habite dans son château. On retrouvera cette idée-là aussi avec par exemple le docteur fataliste des 4 fantastiques. Est-ce qu'on peut mettre cette image suivante? Alors voilà, c'est pareil, là, vous avez aussi vous avez une couverture, c'est le numéro 1 du comics Superman, donc, qui paraît en 39. Là, on est complètement aussi dans cette mythologie de la modernité. Là, vous avez Superman. Alors, à l'époque, Superman ne vole pas, hein, il peut juste sauter, en fait, il fait des gigantesques sauts. Mais sauf que vous avez vraiment cette espèce de personnage qui s'élève, en fait. Hein, donc, 29 pour Superman, 39 c'est Batman. Pardon? 1929 c'est Batman. Non, Superman, c'est pas 1929, mais j'en suis sûr et certain. Donc, voilà. Sa première apparition, c'est Action Comics numéro 1 en juin 38. Donc en l'occurrence, vous avez donc Superman, le Superman Comics numéro 1 de 1939. Vous avez donc Superman qui apparaît sur cette couverture. C'est une très belle couverture. On voit Superman qui s'élève au milieu d'immenses buildings. Et là, on voit justement cette espèce d'imagerie très moderne en fait, des comics et des super-héros, avec les buildings de New York qui représentent vraiment le monde le plus moderne qui soit. En fait. Et donc, on a encore une fois, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les super-héros, c'est pas du tout une vieille mythologie qui est réemployée, mais c'est une mythologie complètement nouvelle, en fait. C'est la mythologie du monde moderne, c'est la mythologie de la science, en fait. D'ailleurs, les premiers comics de super-héros, généralement, les premiers histoires de comics de super-héros sont très liés avec le milieu des fans de science-fiction. D'ailleurs, Siegel et Schuster qui vont créer Superman, eux-mêmes écrivaient dans des fanzines donc, de science-fiction. Alors voilà, encore une fois, vous avez vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment central pour comprendre ce que c'est qu'un super-héros. Il faut voir, encore une fois, un personnage, une héroïne qui incarne justement donc, cette mythologie moderne, futuriste, progressiste. Et ça va plaire aussi avec un côté politique, parce qu'évidemment, quand on dit futur à l'époque, quand on parle de futur, de progressisme, de progrès de la science, on pense progrès de la science égale progrès social. Superman, assez nettement, en fait, il vient, d'ailleurs, un de ses surnoms à l'époque, c'est The Man of Tomorrow, donc c'est l'homme de demain. Et donc, il vient d'une civilisation qui est plus avancée, qui est meilleure, en fait, et qui vient apporter, quand il arrive comme ça en Amérique, il vient apporter cet aspect meilleur de la civilisation de Krypton, en fait, il vient l'apporter en Amérique. Donc, on a vraiment une espèce de corollaire très fort, de corrélation très forte entre donc, le progrès technologique et le progrès social. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît? Alors là, là où c'est intéressant, c'est que j'en reviendrai par la suite, mais mine de rien, et ça c'est dès le début, mais dès le début, c'est vraiment en filigrane, c'est pas vraiment assumé. Mais les auteurs de l'époque ne sont pas bêtes non plus. Sur Siegel et Schuster, là, vous avez justement ce numéro 1 d'Action Comics de juin 38. Eh bien, quand ils mettent cette couverture-là, en fait, il y a quand même un aspect ambigu chez les personnages de comics, chez les super-héros. Parce qu'en effet, ils incarnent justement cette force, ce côté émancipateur de la science et tout. Mais dès cette époque-là, même avant, même au XIXe siècle, il y a beaucoup de gens qui disaient que la science c'est bien, mais ça peut avoir un mauvais côté. Et en fait, là, je ne suis pas encore une fois pas le premier à le dire, il y a aussi Grant Morrison qui l'a dit, mais quand on regarde bien cette couverture d'Action Comics numéro 1, on se rend compte que vous avez donc Superman qui soulève cette voiture au second plan, qui est évidemment très fort grâce à la science, mais au premier plan, à gauche, vous avez un homme qui fuit justement cette scène-là, terrorisé en fait. Et là, Morrison dit en fin de compte que cet homme terrorisé
aussi la peur aussi des dérives que peut avoir la science. Et en fait, autant, encore une fois, au début des comics, au début du genre super-héroïque, c'est pas très important ce discours-là. Mais plus on va avancer dans le XXe siècle, avec notamment la bombe atomique, avec aussi après les dérives des technosciences, avec aussi la prise de conscience écologique, eh bien, plus cet aspect-là va prendre va devenir important en fait. Mais au début, c'est très léger. Mais par exemple, prenez un personnage comme Hulk. Hulk, c'est un personnage qui est ambigu par excellence. C'est à la fois un héros, mais c'est un héros qui est créé par une bombe atomique, mais qui peut devenir extrêmement destructeur. Donc on a aussi, les auteurs de comics ne sont pas des espèces de gentils auteurs complètement qui regardent la science de manière un peu bébête et puis de manière complètement idéalisée. Ils ont aussi cet aspect, cette réflexion par rapport à la science et par rapport à ses dérives. Est-ce que tu peux mettre la suivante, s'il te plaît? Alors là encore, vous avez un autre exemple de ça. Là, vous avez la couverture de Marvel Comics numéro 1 qui paraît, si je me souviens bien, en octobre 39. Il faudrait vérifier, mais je suis quasiment sûr. Voilà. Et là, vous avez cette couverture-là, donc cette couverture-là, vous avez par exemple notamment Namor qui apparaît, le sous-mariner en fait. Mais vous avez aussi la première torche humaine qui apparaît. Et donc, vous voyez, alors la première torche humaine, c'est intéressant parce que c'est un androïde. C'est pas comme la torche humaine des 4 Fantastiques qui est un humain en fait. C'est un androïde. Et c'est un androïde qui est créé par un scientifique, mais qui échappe quasiment à son créateur. Et qui devient en fait une espèce de personnage un peu incontrôlable, qui va essayer de combattre le crime et qui va aussi détruire des gens et détruire des habitations parce qu'il brûle tout. Et là, vous avez justement cette espèce d'imagerie très ambiguë de la science en fait. Vous avez un personnage qui est positif, mais qui a un aspect quasiment démoniaque en fait. Et donc, vous voyez encore une fois, dès le début, les auteurs de comics se posent aussi la question des aspects négatifs de la science. Je peux mettre l'image suivante. Alors là, c'est évidemment, vous la connaissez cette couverture, c'est Detective Comics numéro 31, si je me souviens bien. Voilà, alors c'est bien, la date elle est marquée dessus, donc je peux. Avec Batman, là vous avez un personnage qui est assez intéressant parce que, je vous l'ai dit, la plupart des super-héros qui sont créés à l'époque, c'est vraiment des super-héros qui incarnent le mythe de l'humanité. La science va forcément amener un progrès. Ça, c'est Superman. Batman, c'est pas vraiment ça. Batman, c'est un personnage qui, lui, est même pas un super-héros au début. En fin de compte, Batman, c'est une espèce de super détective. D'ailleurs, il apparaît littéralement dans les pages de Detective Comics. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il y a l'idée que dans le genre de détective, dans le polar, il y a pas mal d'auteurs de polar qui disent, et ça c'est une idée qui date du 19e siècle. On voit apparaître notamment des textes en France au 19e siècle qui voient la ville, notamment les grandes villes, les grandes métropoles, comme des lieux sauvages, où le peuple, notamment le peuple, le prolétariat, le petit peuple en fait, est représenté comme des sauvages, qui sont des gens qui vont devenir incontrôlables un jour ou l'autre. Et pour contrôler ces gens-là, pour enquêter auprès de ces gens-là, pour naviguer dans les bas-fonds, ces bas-fonds barbares, il faut des gens, et là, quand on parle de bas-fonds barbares, évidemment, on compare le peuple de l'époque à des barbares du Moyen-Âge, en fait. Et donc, pour enquêter dans ces bas-fonds-là, il faut des chevaliers. Et donc, pour affronter ces monstres-là, il faut des chevaliers. Et donc, assez naturellement, les auteurs de polar vont comparer les auteurs, les détectives privés à des chevaliers. Et donc, quand on va créer, quand on va créer Batman, donc pour Detective Comics numéro 7, on va, de manière très naturelle, le comparer à une espèce de super chevalier, en fait. Et il va affronter régulièrement des super vilains qui sont des super vilains médiévalisés. Là, vous avez un exemple frappant. Vous avez Batman qui affronte le moine, qui est un personnage un peu vampirique, qui fait un peu penser à Dracula, et il l'affronte dans un immense château, en fait. Et d'ailleurs, je précise à l'époque, Batman tue. Il tue à l'époque, c'est pas un personnage très sympathique. D'ailleurs, vous voyez sur la couverture, il n'a pas l'air très sympa, Batman. C'est pas Frank Miller qui invente le Batman méchant, un peu dark et tout. Non, ça apparaît dès le début. Dès 1939, vous avez Batman qui tue régulièrement les super vilains. D'ailleurs, le Joker, sa première apparition, il meurt. Après, il va revenir parce que tout le monde aime bien le Joker, on peut le faire revenir, quoi. Mais vous avez un personnage qui est très dur. Et Batman, il est comparé littéralement à un chevalier. D'ailleurs, c'est pareil pour Robin. Robin, quand il apparaît pour la première fois, et bien tout bêtement, Robin lui-même est comparé à Robin des Bois,
c'est tout bêtement en fait un Superman au féminin en fait. Hein. Ça reprend Wonder Woman, c'est vraiment la mythologie de la modernité. Beaucoup de gens vont dire oui, mais Wonder Woman, c'est une espèce de réinvention du mythe des Amazones. Oui, mais sauf que c'est pas le mythe antique en fait. Hein. Quand vous allez voir l'île du paradis des Amazones qui est représentée dans les premiers comics, hein, c'est pas du tout une île antique, c'est en fait une société plus avancée en fait. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que le créateur de Wonder Woman, William Moulton Marston, est quelqu'un qui a un projet politique complètement assumé. Hein. C'est un féministe, hein, très ouvertement. C'est d'ailleurs un type assez étonnant parce qu'à l'époque, la plupart des auteurs de comics sont plutôt des auteurs de comics qui viennent des milieux populaires, qui sont issus de l'immigration récente. Hein, je l'ai dit, hein. Siegel et Schaeffer, ce sont des juifs. C'est pareil, Jack Sermon et Joe Kirby, les créateurs de Captain America, sont des juifs. Et bien, par contre, William Moulton Marston, lui, est un homme assez bourgeois, en fait, hein, qui est un universitaire reconnu hein, et qui commence à créer des comics alors qu'il a plus de 40 ans. Donc, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh bien, il vient faire là, il vient créer des comics parce qu'il veut faire passer un message, et c'est un message ouvertement féministe dès l'époque. Hein. D'ailleurs, là, vous avez la couverture de Wonder Woman numéro 7, donc c'est en hiver 43. Et là, en fait, Wonder Woman se rend dans le futur, et elle s'aperçoit que dans 1000 ans dans le futur, eh bien, ce sont les femmes qui gouvernent les États-Unis. Hein. Et donc, là, vous avez justement marqué hein, dans l'an 3000, en fait, hein, Wonder Woman est président, hein, enfin elle est présidente, hein, mais en fait c'est pas Wonder Woman, c'est d'autres personnes, c'est une femme qui est présidente. Hein. Parce que Moulton Marston, c'est quelqu'un qui pense que le progrès, hein, encore une fois, plus on va avancer dans le progrès, plus la société va faire des progrès, plus la société sera féminisée. Parce que dans l'idée de Moulton Marston, en plus c'est un psychologue. Alors c'est un psychologue à l'époque, bon, ils ont des idées un peu particulières. Hein. En fait, il dit que les hommes, c'est forcément la violence, hein, c'est forcément la guerre, alors que les femmes, c'est l'amour, et donc ce sera forcément la paix. Donc on a vraiment l'idée que plus la société sera avancée, plus elle sera pacifique ou pacifiste, plus elle sera féminine. Voilà, donc c'est l'idée qui vaut ce qu'elle vaut, évidemment, qui peut être critiquable, mais en tout cas, encore une fois, on voit qu'on a un lien très fort entre la mythologie de la modernité, la mythologie du progrès, et les personnages super-héroïques. Je précise au passage, Wonder Woman n'est pas la première super-héroïne, il y en a d'autres avant, mais celle qui va le plus marquer, parce que non seulement celle qui a un discours le plus politiquement construit, mais en plus celle qui va avoir très rapidement une immense popularité. Les comics de Wonder Woman, tout comme ceux de Captain America ou de Superman, se vendent à l'époque à 1 million d'exemplaires par numéro. C'est absolument énorme comme succès. Est-ce que tu peux mettre la suivante, s'il te plaît? Alors, là, je vais parler aussi d'un autre. Alors, c'est encore une fois, c'est pour montrer que dès la création, on ne faut pas. Parce que je l'entends tellement souvent, ça, cette idée que les comics commencent à avoir, vous allez commencer à avoir des anti-héros dans les années 80 et tout. En fait, quand on regarde bien, on se rend compte que les anti-héros dans les comics, il y en a dès le début. Là, vous avez un personnage qui, malheureusement, on n'a dit pas très bien connu, mais qui mériterait d'être plus connu. C'est Namor, en fait, hein, qu'on appelle aussi en anglais le submariner, hein, donc le sous-marinier. Hein. C'est vrai que c'est mieux Namor que le sous-marinier, ça c'est pas très bon. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est créé par Bill Everett, hein, donc, en 1939 pour Marvel Comics numéro 1. Hein, donc dans le même numéro, vous avez la première torche humaine qui apparaît. Et Namor, qui est très intéressant, c'est que c'est un Atlante hein, qui vit sous les mers. Sa mère est Atlante, son père vient de la surface. Et donc c'est un métis en fait. Hein. Et quand il grandit, c'est pour ça que sa civilisation sous-marine, en fait, un sous les mers, a été détruite en fait par les hommes de la surface. Et il décide dès le premier épisode d'aller se venger. Hein. Donc il débarque à New York et il casse tout. Voilà, donc c'est complètement les premiers épisodes de Namor, de Submariner, c'est ça, c'est Namor, on va à New York et il casse tout. Donc voilà. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez là un discours que représente Namor. Et maintenant, Namor, ce sont les populations en fait extra-occidentales. Vous avez quasiment un discours anticolonial. Hein. Bill Everett était un type très politisé aussi. Hein. Et d'ailleurs, quand on regarde bien Namor, hein, le nom de Namor, ça vous rappelle tout bêtement un autre personnage assez connu de la culture populaire qui vit sous les mers, Nemo. Captain Nemo, Namor, c'est quand même la ressemblance assez frappante. Et Nemo, dans Jules Verne, en fait, eh bien, lui-même est un Indien, du continent indien, qui détruit des bâtiments britanniques pour se venger de l'Empire britannique. Donc il y a très nettement, encore une fois, chez Namor, dès sa première apparition,
un aspect très politique. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, Namor, le personnage va s'agir et va devenir un allié de circonstance des super-héros pour combattre les nazis. Mais après la Seconde Guerre mondiale, et notamment à partir des années 60, il va devenir, encore une fois, il leur reste aujourd'hui un personnage très ambigu qui certainement va s'allier avec les super-héros, mais à d'autres va les combattre. Et dans les années 60, il y a un autre aspect qui va apparaître avec Namor. L'autre aspect, c'est l'aspect écologique. Là, on se rend compte que dans les années 60, Namor, non seulement il va combattre les hommes de la surface parce qu'ils vont embêter Atlantis, mais aussi parce que les hommes de la surface polluent les océans. Et donc on a un aspect écologique qui apparaît dans les super-héros, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça apparaît au moment où on commence à prendre conscience justement des problèmes écologiques. Là, vous avez une ouverture d'un épisode qui était fait quand Namor apparaît dans les années 60, qui est un épisode qui était fait dessiné évidemment par Jack Kirby, encore lui, et scénarisé par Stan Lee. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez Namor, vous voyez, qui est en train de chevaucher des tortues, parce que Namor, dans ses pouvoirs, il est en symbiose avec les animaux sous-marins. Et puis après, il va combattre les 4 fantastiques, et puis voilà, c'est extrêmement intéressant comme épisode, et c'est très très beau. Et en plus, voilà, c'est là pour le coup, on n'est pas du tout, encore une fois, autant les super-héros incarnent l'idée de progrès, voilà, la science, ça va amener un mieux. Namor, c'est pas trop ça. Namor, c'est quelqu'un qui veut défendre plutôt les sociétés traditionnelles, notamment les sociétés sous-marines. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir Aquaman, c'est une imitation de Namor, mais c'est une imitation très agile de Namor, où en fait, l'aspect politique est pour le coup beaucoup moins patent, beaucoup moins évident. Je peux mettre la suivante, merci beaucoup. Alors, j'avance dans le temps, il faudrait des heures et des heures, je regarde dehors parce que... J'avance dans le temps pour parler aussi, encore une fois, d'un aspect d'un personnage très politique, évidemment. Alors là, pour le coup, c'est assez évident, c'est Black Panther, la Panthère Noire. Et en fait, alors, là, je saute les décennies, en fait, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'avec Black Panther, c'est vraiment le premier super-héros noir. Ça n'y a pas photo, même si les tentatives dans les années 40-50, mais c'est des tentatives vraiment qui sont pas très connues, qui ne percent pas. Et pour le coup, donc, apparaît en 1966. Et là, encore une fois, en 1966, on est dans un contexte politique et social quand même assez marqué, parce qu'on est à l'époque de la Ligue des droits civiques aux États-Unis. Donc, vous avez le discours de Martin Luther King, I Have a Dream, donc, qui a été prononcé en 1963. On est aussi, alors, je sais que c'est souvent dit, mais c'est faux en fait, mais Black Panther n'est pas une référence au parti des Black Panthers en fait, qui sont des militants afro-américains. Les Black Panthers apparaissent après Black Panther en fait, donc voilà. Mais néanmoins, vous avez donc Stan Lee et Jack Kirby, encore eux, qui décident de créer ce personnage-là. Alors ils le créent pour plusieurs raisons. D'abord, ils le créent parce qu'ils s'aperçoivent qu'il commence à y avoir un lectorat noir qui commence à avoir des films. Donc c'est des gens qui savent aussi, qui savent penser business, donc ils vont dire tiens, il faut qu'on se chope ce nouveau lectorat. Donc on va créer un super-héros noir. C'est une première chose. Mais il y a aussi un aspect politique qu'il ne faut pas négliger, parce que Kirby et Stan Lee sont, encore une fois, ça j'insiste beaucoup dessus, mais c'est une réalité, sont des juifs américains, et beaucoup de juifs américains à l'époque, parce qu'eux-mêmes, ils ont subi le racisme dans les années 30, 40, même 50, eh bien, sont des gens qui ont une très forte sympathie pour le mouvement des droits civiques. Et donc, vous allez avoir, en fait, ils vont, notamment Marvel Comics, va créer beaucoup de super-héros noirs. Ce qui est intéressant avec Black Panther, c'est que là, Stan Lee et Kirby réussissent un tour de force de prendre un des personnages les plus connus de la culture populaire à l'époque, c'est-à-dire Tarzan, et de le retourner complètement. Parce que quand on lit bien Black Panther, on se rend compte que Black Panther est un anti-Tarzan. Tarzan, c'est un personnage qui a été créé en 1912 par Edgar Rice Burroughs, et c'est vraiment le personnage qui incarne le colonialisme absolu. C'est l'homme blanc qui va dominer l'Afrique, qui est perçu comme un territoire sauvage rempli de bestioles. Voilà. Et d'ailleurs, les Africains, assez nettement, dans Tarzan, sont comparés à des singes. C'est vraiment extrêmement dur. C'est un discours très très raciste. Et ça va beaucoup plus loin, parce qu'en fait, Tarzan, c'est l'homme blanc qui non seulement domine l'Afrique, une Afrique vue comme un territoire primitif, mais qui va se régénérer en fait en africain. Et une espèce de peur, à l'époque, une peur panique de la part de beaucoup d'intellectuels blancs, de ce qu'ils appellent eux l'étiolement de la race. En fait, ils ont peur que la race blanche
cette idée-là. Et donc, en fait, pour se raffermir, il faut donc aller s'affronter à la nature. Black Panther, c'est l'inverse. Black Panther, c'est un homme africain qui est fort, en effet, qui a des super pouvoirs, mais une grande partie de ses super pouvoirs sont dus non pas à sa force primitive, mais à sa maîtrise de la technologie. Et d'ailleurs, il vit dans un royaume qui s'appelle le Wakanda, qui est un royaume extrêmement avancé technologiquement, plus avancé que les États-Unis. D'ailleurs, dans ses premières apparitions, Black Panther affronte les 4 Fantastiques, et finalement il fait la paix avec eux, et puis il dit aux 4 Fantastiques, eh bien venez chez nous, venez dans mon palais, je vais vous montrer mon palais tout. Et donc il arrive dans le palais, les 4 Fantastiques arrivent dans le palais de Black Panther, qui est un palais très technologique et tout, et vous avez au milieu du palais un pianiste qui joue une symphonie de Krieg, enfin comme vous savez, vraiment délirant, un pianiste classique et tout. Donc on est vraiment dans l'espèce d'anti-Tarzan absolu. Et donc Black Panther, c'est ça. Et si on prend cette image-là, l'image d'après, je crois que c'est... Alors là, c'est marrant, je l'ai dit parce que c'est toujours une image, c'est une traduction française des années 70. Donc c'est pas Black Panther, au début, en France, c'est Pantherman. Voilà, donc c'était... voilà, c'est... Voilà, c'est... les traducteurs de l'époque, voilà. Peut-être que vous avez pensé que Panthère Noire, ça faisait un peu Panthère Rose, je sais pas, bref, de cette façon. Mais l'image précédente, ce qui est intéressant, c'est que Black Panther, très rapidement, va devenir un personnage populaire. Il va intégrer la plus grande équipe, ou l'une des plus grandes équipes de super-héros de Marvel, donc les Vengeurs, assez rapidement. Et dans les années 70, il va avoir sa propre série de comics, donc vous savez, qui s'appelle The Black Panther, la série avant s'appelait Jungle Action. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est que dans un des épisodes, Black Panther va aller, donc il est africain, il va aller en Amérique, et cette fois, il affronte, et c'est marqué sur la couverture, c'est marqué en anglais, dans la petite case là, en haut à droite, il est marqué au cœur de la civilisation. T'Challa, c'est Black Panther, affronte la puissance primitive du clan. Le clan, c'est une espèce de groupuscule raciste, on comprend à quoi ça fait référence. Le clan, c'est évidemment le Ku Klux Klan. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a bien au cœur de la civilisation, Black Panther affronte la puissance primitive du clan. Les primitifs là-dedans, c'est pas Black Panther, c'est donc les gros bourrins racistes du Ku Klux Klan. Donc là, on a encore une fois un discours politique très très fort et qui passe par les comics. Il faut bien comprendre, encore une fois, c'est pas un discours qui est inconscient. Chez les auteurs de comics, dès les années 30, il y a une manière très très consciente d'utiliser les comics comme un outil politique, un outil pour faire passer donc un discours. Est-ce que vous pouvez mettre l'image suivante, donc celle d'après, encore. Alors, là pour l'instant j'ai quand même parlé beaucoup de super-héros qui sont quand même très associés à un discours progressiste plutôt de gauche. On va maintenant parler aussi, parce qu'il y en a aussi des super-héros qui sont associés à un discours politique de droite, parce qu'il y en a évidemment. D'ailleurs, encore une fois, quand je dis que Superman au début c'est un personnage progressiste, ça ne veut pas dire que Superman a toujours été un personnage progressiste. En 80 ans d'existence, il y a des dizaines d'auteurs qui vont s'emparer de Superman et qui vont le tirer dans des sens A ou B, en fait, c'est une évidence. Et surtout, en plus, ça dépend du contexte. Superman dans les années 50, en plein McCarthyisme, c'est pas un personnage progressiste. Bon, néanmoins, il y a quand même des personnages qui sont assez marqués politiquement, et l'exemple frappant, c'est le Punisher. Le Punisher, c'est un des premiers super-héros avec des armes à feu. Je devrais dire super-héros, mais au début, quand il apparaît dans les pages de Spider-Man, donc c'est Amazing Spider-Man numéro 100, je vais dire une bêtise là, mais bon, 137, 138, je sais plus, enfin, 174 qu'il apparaît, donc vérifiez, je vérifierai après, mais... Et ce qui est intéressant, c'est que le Punisher, quand il apparaît, c'est un personnage négatif, parce qu'il veut tuer Spider-Man. Donc c'est pas un personnage très vraiment positif, c'est pas un personnage positif. Et puis, excusez-moi, quand il apparaît, très honnêtement, dans sa première apparition, Spider-Man ne comprend pas pourquoi le type veut le tuer, et lui demande, mais pourquoi tu m'en veux, je t'ai rien fait, voilà. Donc, et le Punisher dit, en fait, moi j'étais dans l'armée pendant quelques années, je suis parti, et quand je reviens là, j'ai l'impression que le pays il est sans dessous, et c'est à cause de gens comme toi. On comprend que le Punisher est parti au Vietnam. Quand il est en 1974, je rappelle que la fin de l'intervention américaine au Vietnam, c'est en 1973. Donc quand quelqu'un dit je suis parti pendant quelques années à l'étranger combattre, on comprend que c'est le Vietnam. Et donc, c'est une manière, à l'époque, on est aussi à l'époque où vous avez pas mal de films, notamment le Justice New York avec Charles Bronson, vous avez justement des vétérans, notamment des vétérans qui sont des hommes blancs de la classe moyenne, en fait, qui voient le crime
c'est le cas, et les crimes augmentent dans la métropole, et qui décident de prendre leur chose des choses en main, et de prendre un flingue et de régler directement, de les tuer directement les délinquants. Et le Punisher, c'est exactement ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il écrit dans les comics, c'est pas un personnage positif. C'est un type qui dit voilà, c'est un type un peu bizarre. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure que le temps est passé, donc le temps passe, notamment à partir des années 80, le Punisher devient un personnage positif. Il y a de plus en plus de lecteurs qui aiment bien le Punisher, qui trouvent que c'est un personnage sympa, un personnage intéressant, et qui réclament notamment des séries Punisher exclusivement consacrées au Punisher. Et donc, à la fin des années 80, le Punisher a, mine de rien, 3 séries de comics qui lui sont consacrées. Donc c'est un personnage très populaire. D'ailleurs, c'est un des premiers personnages de comics qui va être adapté au cinéma. Il y a plusieurs films Punisher. Le premier réalisé en 91, je crois, avec Dolph Lundgren, qui est une star des films d'action de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que je le dis, à l'époque, c'est un personnage positif. Et là, vous avez justement un des comics de Punisher qui est. Alors là, on voit nettement le type, il est surarmé, il a plein de flingues et tout. Voilà. Donc, et on a une époque aussi de grands changements politiques aux États-Unis, parce qu'on est à l'époque des années Reagan, donc c'est une époque plutôt droitière aux États-Unis, mais on a aussi une époque où commence à apparaître dans le débat public l'idée que le port d'armes est sacré. Dans les années 60, vous avez une association qui s'appelle la NRA, donc National Rifle Association, l'association nationale des fusils, pour traduire littéralement. Dans les années 60, c'était une espèce d'association de chasseurs un peu gentils qui disait non, mais il faut limiter les armes, on ne peut pas les tout le monde ait des armes. Et à partir de la fin des années 70 et début des années 80, cette association qui s'est radicalisée est devenue très très droitière et a commencé à dire qu'il faut que tout le monde ait des armes, notamment la classe moyenne blanche, parce qu'en gros on a peur, mais littéralement, je dis quasiment littéralement, on a peur notamment des quartiers noirs et tout, là, qui peuvent s'enflammer à tout moment, donc il faut pouvoir se défendre. Et le Punisher fait transparaître dans les comics en fait tout ce courant de pensée-là en fait. Et son succès va de pair avec le développement de ce discours-là. Ça va tellement loin que l'emblème du Punisher, donc cet emblème à la tête de mort, là, vous voyez, dans son costume, qui est un emblème extrêmement rassurant et sympathique, va être adopté, y compris par des militaires. Vous allez avoir des militaires qui vont le porter au combat. Un des cas les plus connus, c'est Chris Kyle, qui était un sniper américain pendant la Seconde Guerre en Irak, qui va le porter, lui ses unités vont le porter en Irak. Et Chris Kyle est très connu parce que il a écrit ses mémoires après, et le film American Sniper a été basé sur sa vie. D'ailleurs, dans le film de Clint Eastwood, on voit très nettement Chris Kyle en train de porter le symbole du Punisher, et nous on voit dans le film de Clint Eastwood, on voit des gens du groupe de Chris Kyle en train de lire les comics du Punisher. Donc voilà, on a quand même, là où c'est intéressant, c'est que vous voyez que vous avez à la fois, je trouve que le Punisher c'est un bon exemple de ça, vous avez à la fois l'usage politique de la part des auteurs ou des autrices de comics qui vont vouloir donner un sens politique à un personnage, mais vous avez aussi la réception du public qui vont utiliser eux-mêmes ce personnage parfois de manière complètement différente. Ça va aller tellement loin que même chez les policiers, vous allez avoir des gens qui vont mettre ce symbole du Punisher sur leur uniforme, sur leur matraque. Il y a eu le cas en France avec un policier qui avait le symbole du Punisher sur sa matraque. Vous allez avoir aussi des policiers aux États-Unis qui vont mettre le symbole du Punisher sur leur voiture de patrouille. Et donc c'est extrêmement compliqué parce que là, pour le coup, vous avez même le créateur du personnage qui va prendre la parole sur Twitter en disant oula, tout le monde se calme parce que par contre, là, moi, ce personnage-là, moi je ne l'ai pas créé comme ça. Moi, ce personnage-là, c'est un psychopathe en fait. Donc il ne faut pas le prendre en exemple. Donc c'est extrêmement intéressant de voir encore une fois, vous avez à la fois l'aspect, l'usage politique premier de la part d'un auteur, et puis après l'usage de la part d'un public qui va parfois transformer la nature même du personnage en fait. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors je pense qu'on vient de l'image suivante. Alors là c'est un autre exemple avec le Punisher, voilà, on va passer, je l'ai déjà parlé. Alors là c'est une question assez compliquée que j'ai attaquée dans des chapitres de mon bouquin. C'est un problème compliqué, c'est justement l'homosexualité dans les comics. Pourquoi c'est un problème compliqué? Parce que les premiers personnages homosexuels, les premiers personnages ouvertement LGBT, ça apparaît dans les années 80, notamment en lien
Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant pas mal de temps, on va se poser des questions de savoir s'il y avait des personnages, des auteurs de comics qui ont fait passer une espèce de sous-texte LGBT dans les comics. Et c'est une question très complexe parce que, en fait, dans les années 50, hein, je ne l'ai pas dit ça, mais dans les années 50, il va y avoir une tendance de la part de gens, notamment du côté des McCarthyistes, hein, du côté notamment d'hommes politiques, de vouloir interdire les super-héros en disant les super-héros, en fait, étaient des super-héros, font passer un message homosexuel et c'est un scandale. Et le problème, c'est que, a priori, ces gens-là disaient n'importe quoi. Sauf que, vous avez des cas, notamment dans Batman d'ailleurs, hein, c'est assez frappant, dans Batman, des images où vous avez par exemple Batman et Robin qui dorment ensemble dans le même lit, hein, par exemple. Ou Batman et Robin qui sont en train de bronzer tous les deux, hein, avec une espèce de petite serviette sur les fesses, hein, en train de bronzer tous les deux, puis ils sont sous une lampe à bronzer, puis ils voient au loin le Bat-Signal. Vous avez aussi cet exemple-là de couverture hein, de Batman, Detective Comics numéro 241, qui date de mars 1957. Vous avez le Batman en rouge, par exemple. Alors, c'est marqué le Rainbow Batman, hein, et donc vous avez Batman qui change de couleur de costume tous les jours. Hein, donc il a un costume bleu, un costume orange, et puis là il a un costume rose. Donc, même si vous voyez que Robin dit à Batman, mais pourquoi tu mets un costume rouge? Là, il n'est pas très rouge le costume. Le problème, c'est de savoir est-ce que les auteurs de comics qui ont fait ça voulaient passer une espèce de petit signal LGBT dans leur comics. Sachant qu'à l'époque, l'homosexualité est interdite, hein, encore une fois. Donc, elle est passible, c'est un crime en fait, hein, donc, à l'époque. Et c'est extrêmement intéressant comme question. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais y répondre parce que ces auteurs-là sont morts, en fait, et tout bêtement, ils n'ont pas laissé de témoignage en disant oui, j'ai laissé passer un message, voilà, on n'en sait rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que dès les années 50, 60, les milieux LGBT vont utiliser des personnages de comics, notamment, vous savez qu'à l'époque, hein, les milieux LGBT aiment bien l'imagerie, ce qu'on appelle l'imagerie kitsch, hein, l'imagerie camp, hein, ils aiment bien se déguiser, ils aiment bien les strass, les paillettes, les masques, notamment le côté carnavalesque, et donc forcément, super-héros, ça marche, quoi. Vous avez par exemple un artiste très connu, un des fondateurs du pop art qui s'appelle Andy Warhol, donc, qui en 1964 va faire un film expérimental qui s'appelle Batman Dracula en fait. Et d'ailleurs en 1966 il va poser dans le magazine Esquire habillé en Robin par exemple, avec la chanteuse Nico qui elle va être habillée en Batman. Donc il y a tout un côté un peu, voilà, on change de sexe, voilà, un côté un peu travestissement et tout. Et donc, a priori, ce qui est intéressant, c'est qu'un personnage qui a priori n'était pas prévu comme ça à l'origine est devenu, dans des milieux LGBT, dans les années 60, un personnage, un Batman, c'est devenu une espèce de porte-parole, en fait, de personnage qui est très associé à l'imagerie LGBT. Donc, encore une fois, on a un usage comme ça qui vient pas sans doute des auteurs, mais qui vient du public, un usage politique extrêmement intéressant. Est-ce qu'on peut mettre la suivante? Je ne sais pas si... Il n'y en a pas d'autres, hein. Ah bah bon, très bien, bah, voilà, on a fait le tour. Alors, c'est ce que je vous propose, je sais pas, il nous reste un petit peu de temps. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Et puis voilà, donc, si vous avez des questions dans le public, là vous comprenez bien que j'ai fait un condensé ultra rapide donc, de l'aspect politique des comics. Il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment aujourd'hui. Hein, aujourd'hui les comics sont très politiques, d'autant plus avec l'élection de Trump. Là, pour le coup, quand vous avez un film comme Captain Marvel, qui est un film ouvertement féministe, c'est une réaction en fait très nettement à la période de Trump. En fait, ça s'est assumé et surassumé. Mais voilà, on pourra en parler pendant des heures. N'hésitez pas si vous avez des questions, si des questions dans le public, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Non, je ne dors pas, je jure. Ouais. Bah, alors, viens là, je suis désolé, faut que tu viennes parce que je vais te filer le micro. Voilà. Si vous pouvez continuer un peu justement la question sur les films d'actualité. Les films d'actualité. Bah, alors sur les films, moi le bouquin que j'ai fait, donc le bouquin Super Organisation Politique, moi je le finis, il est sorti il y a quelques mois seulement, il est sorti en 2018, mais je le termine avec notamment pour moi je termine avec le film Logan par exemple, hein, le film de James Mangold, parce que pour moi c'est une belle
c'est une belle manière de terminer parce que Logan, c'est un film sur la fin des super-héros. Et sur la fin du mythe progressiste. Parce qu'encore une fois, les super-héros ont été créés avec l'idée que le futur va forcément amener un progrès et le monde sera meilleur. Bon, le problème c'est que dans les années 30, c'est possible de dire ça. On croit en la science. On dit la science, on ne peut pas se tromper. Voilà. Même si on peut mettre des doutes, mais voilà. Dans les années 40, les années 50, ça tient encore. Années 60, avec les bombes atomiques, ça se fait, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir un discours comme ça. C'est très compliqué. Parce que, dans l'horizon de notre futur, on a la crise écologique. Et donc, Logan, c'est un film là-dessus. Logan, c'est la fin des super-héros. C'est un des super-héros les plus connus de tous les temps, donc Wolverine, qui meurt. En train de mourir petit à petit, quoi, en fait. Il meurt de maladie et tout. Donc voilà, ça c'est assez frappant. On a vraiment toute une espèce de fable sur la fin du super-héros. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Mais il y a aussi un autre truc qui est assez frappant, c'est qu'on peut dire que le genre de super-héros est en train de se terminer, mais en fait, en fin de compte, on se rend compte qu'avec le nombre de films, de séries qui sont faits en ce moment sur les super-héros, en fin de compte, à mon avis, on est en train de revivre un âge d'or des super-héros. En fait, c'est hallucinant. Le nombre de productions qu'il y a sur les super-héros, c'est énorme. Et dans ce cas-là, moi, il y a plein de choses qui expliquent ça. Hein. Là, je l'ai dit, Captain Marvel, très nettement, c'est une réaction ouvertement à Trump. En fait, ça, il n'y a pas faux d'ailleurs. Tout est féministe dans ce film. En fait, hein, les personnages féminins sont mis en avant. Nick Fury, qui est quand même un super personnage, est mis au second plan du film, ce qui est assez génial, hein, d'ailleurs. Samuel L. Jackson est très fort parce qu'il réussit à se mettre en fait, au second plan en fait, dans ce film-là. En plus, Captain Marvel, c'est la féminisation d'un personnage en fait, hein, parce que même si c'est Miss Marvel, mais c'est la féminisation du Captain Marvel du premier, donc du personnage Kree en fait, celui-même qui l'a fait à Thanos dans les comics, hein, il faut le dire, mais bon, c'est. Voilà, mais bon, ouais. Passons. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que je pense aussi que si le genre est très populaire en ce moment, c'est qu'on a besoin aussi de se rassurer avec justement cette mythologie progressiste en disant le futur, malgré tout, va amener un mieux. Et je pense que ça explique aussi le succès en fait, de ce genre-là au cinéma. En fait, hein. C'est pas que un succès de mode en fait. Hein. Si les super-héros sont très populaires en ce moment, c'est qu'on a besoin de se dire, eh bien le futur va amener un mieux. On a besoin de personnages qui disent, ne vous en faites pas, grâce à la science, grâce à la technologie, il va y avoir le progrès ça va encore être bon. Voilà. Donc je pense que, voilà, c'est mon analyse, hein, mais c'est vrai que je vois le nombre de séries qui sont faites sur le super-héros, le nombre de films, c'est absolument énorme. Et je trouve que c'est assez frappant. Quoi. Il n'y avait pas ça il y a 15-20 ans. Quoi. Donc il y aurait plus d'événements ça il y a 15-20 ans. Il y a pas eu en fait. Je pense qu'on a besoin de se rassurer aussi avec ça. Assez nettement. Si j'ai répondu à ta question. Pardon? C'est le timing, c'est bon, voilà. Ok, bon, c'est le timing, c'est bon. N'hésitez pas, moi je dédicace mon bouquin, là, donc je suis en salle là-bas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je sais que c'est mieux parfois, les gens préfèrent poser des questions sans micro, loin des caméras, donc n'hésitez pas. Et sur ce, merci de m'avoir écouté, et merci aussi à Méline Comics pour l'invitation, et